Mesdames, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver ici en direct du CIMA à Villepinte. Alors, le monde agricole évolue, les agroéquipements évoluent et nous avons des cerveaux ici autour de la table qui aident justement le monde agricole à évoluer. Et j'accueille tout d'abord Ranel Bibard, président de FarmLeap. Bonjour. Vous êtes venu avec vos nouveautés que vous dévoilez ici dans le cadre de ce salon. Laurent Bernet, bonjour, je vous connais très bien. Bah oui, moi aussi, oui. Président de WeFarmUp, cofondateur de cette plateforme que l'on aime tant. Juste à ma gauche, Pierre-Henri Hamon, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de Cléo. Vous allez nous expliquer un peu ce qu'est Cléo. Vous bousculez un peu le monde agricole. Et c'est pour ça que je vous aime bien aussi, parce que vous faites changer un peu les modèles établis. Et puis juste au bout de la table, j'ai le plaisir d'accueillir Benoît. Bonjour Benoît. Bonjour. Alors Benoît Béraud-Sudreau, vous êtes responsable digital de Michelin et vous allez nous expliquer aussi comment les relations entre les agriculteurs évoluent et les relations avec un manufacturier comme vous, Michelin. Alors c'est quoi ces nouveautés ? Alors ces nouveautés, c'est des boîtiers produits par Exotic Systems. C'est un partenariat qu'on a monté avec un constructeur d'électronique qui est situé à Clermont-Ferrand et qui permet d'automatiser la collecte de données pour l'agriculteur. On simplifie la vie de l'agriculteur, on n'a plus à sortir son smartphone, on n'a plus à noter d'informations et ça remonte tout seul dans le CETA numérique dans FarmLeap. Alors, il y en a un petit, un grand, un pour les riches, un pour les pauvres. Effectivement, c'est presque ça. Non, globalement, pour être plus précis, on en a un qui est vraiment entrée de gamme, facilitateur, mais qui nécessite de travailler avec un smartphone pour automatiser la saisie. Et un autre où on a de l'intelligence embarquée dans ces machines pour faciliter les chantiers de récolte, automatiser la traçabilité sans avoir besoin de sortir son téléphone. Alors, ici, c'est l'émission des gens qui bousculent l'agriculture. Vous la bousculez comment ? On la bouscule en travaillant sur des réseaux horizontaux, en connectant les agriculteurs ensemble, en leur permettant de reprendre le contrôle de leurs données pour se comparer et identifier eux-mêmes avec l'aide de leurs partenaires. On la bouscule sans non plus jeter les partenaires qui sont existants, qui sont ceux qui connaissent le terrain. Et grâce à eux, on anime les agriculteurs pour qu'ils progressent et qu'ils gagnent plus d'argent avec leur production. C'est pas un peu du co-farming, ça ? Totalement, effectivement. Je crois qu'on se connaît effectivement dans cette association aussi. Par ailleurs. Laurent Bernet, vous avez bousculé il y a déjà 3 ans le secteur des agroéquipements. Puis aujourd'hui, on voit que tout le monde vous suit. Oui, exactement. Ça fait 3 ans et demi en fait qu'on a lancé WeFarmUp, une plateforme à l'origine qui était de location de matériel agricole, dont notre technologie permet de créer des agences de location à n'importe quel endroit du territoire et de permettre aux propriétaires qui ont des matériels sous-utilisés de les louer et vice-versa, quelqu'un qui a un besoin de matériel de pouvoir le louer de manière ponctuelle sans forcément s'endetter. Depuis, on est passé à la prestation de services, la prestation de travaux agricoles, des agriculteurs ou des entrepreneurs de travaux agricoles qui ont des matériels très technologiques, qui peuvent les mettre sur la plateforme pour tout simplement trouver de nouveaux clients. Et très récemment, on met en relation les agriculteurs sur l'investissement partagé. Il y a énormément de volonté de poursuivre vraiment des investissements dans l'exploitation agricole, mais c'est toujours très compliqué de trouver son alter ego parce qu'il y a tellement de machines. Et là, WeFarmUp permet de mettre en relation des agriculteurs qui ont des projets identiques avec des compléments d'usage. Ça veut dire, je viens ici au salon, j'ai envie d'acheter une moissonneuse-batteuse, le problème c'est qu'elle coûte 400 000 €. Avec vous, je peux la payer 200 000 ? Exactement. Donc, si vous êtes, mettons, placé au centre de la France, on peut très bien trouver une complémentarité avec un agriculteur du sud de la France, avec un agriculteur du nord de la France, voire carrément désaisonnalisé avec des maïsculteurs qui peuvent être en région de l'Est ou en sud-ouest. Donc, vraiment, c'est typiquement notre service. Alors, là où il bouscule encore plus, c'est que on peut vendre son tracteur, on peut avoir acheté son tracteur et vendre quelques mois d'utilisation de son tracteur à quelqu'un d'autre et payer ses annuités. Ouais, c'est exactement ce que j'ai fait moi à titre personnel, parce que je m'impose à chaque fois d'utiliser les nouveaux services qu'on lance sur WeFarmUp en tant qu'agriculteur. Et j'ai vendu la moitié de mon 8R, donc qui est un gros tracteur que j'utilise à partir du milieu de l'été et jusqu'à l'automne. Et il est sous l'hangar, mis à part 2 jours, tout le printemps et le début de l'été. Il sert à rien, il coûte très cher quand même. Donc là, j'en ai vendu 50% à un agriculteur qui est à 30-35 km de chez moi et qui vient le chercher ce matin. Parce que mon salarié m'a dit qu'il venait le chercher ce matin pour le prendre jusqu'au mois de juin. D'accord, voilà. Donc vous avez vendu les parts d'un tracteur qui avait été acheté il y a combien d'années ? Je l'ai acheté en 2015 et j'ai éteint la dette en fait. C'est-à-dire que vous avez carrément éteint la dette. Pierre-Henri Hamon, vous avez bousculé le secteur aussi, expliquez-nous comment. Alors nous, en 2014, en fait, on était des entreprises de travaux agricoles, on se posait pas mal de questions sur le métier. Il y avait pas mal de solutions qui étaient proposées par les constructeurs, des solutions très intéressantes ou qui paraissaient. Et l'idée, c'est qu'on s'est dit comment nous,
En tant qu'entrepreneur, on va pouvoir avoir un peu de R&D, faire des essais, savoir si ce qu'on achète a un intérêt pour notre client. Parce que ce qui compte, c'est que notre client derrière génère de la valeur ajoutée. Et s'il en génère, on en générera. L'inverse, ça ne sera pas possible. Donc on a monté le réseau en 2014. Aujourd'hui, c'est l'équivalent de 450 conducteurs. On a des ingénieurs qui testent les nouveaux produits. Et ces 450 conducteurs sont depuis peu également, ils ont la possibilité d'intégrer notre centre de formation en interne pour acquérir les formations sur les nouvelles technologies, l'utilisation de tracteurs comme Laurent disait, qui sont relativement complexes à conduire. Alors Benoît, vous travaillez dans un groupe qu'on connaît bien, qui est Michelin, vous êtes tout le temps à l'innovation. Le digital aujourd'hui, vous ne pouvez pas le laisser de côté. C'est votre boulot d'ailleurs. Non, c'est clair, c'est très important parce qu'on assiste à un changement d'usage des agriculteurs. On est passé d'un modèle où les agriculteurs étaient sur des exploitations de manière isolée, devoir acquérir tout leur matériel. Progressivement, on est passé avec des modèles avec des ETA, qui étaient quelque part déjà du partage de machines. Et puis on arrive sur une économie à la fois de partage et également de partage de savoir, de bonnes pratiques, de connaissances. Donc nous, ce qui est important pour nous, c'est que Michelin s'adapte à ces usages à travers par exemple Exotic System, qui est une société de Clermont-Ferrand, donc le 63 on connaît bien, à travers des collaborations avec des ETA qui sont pour nous des clients très importants, et également à travers le partage de bonnes pratiques. On voit assister par exemple sur les réseaux sociaux, c'est une de nos populations les plus engagées. Michelin est présent sur de nombreux secteurs. L'agriculture, on assiste à des youtubeurs, on assiste à des influenceurs, il y a des questions, quand est-ce que je dois planter, quelle pression je dois mettre dans mes pneus, et on y répond à travers les réseaux sociaux qui nous permettent de retrouver un accès au marché. Donc Michelin doit vraiment s'adapter à ces changements d'usage. On parlait tout à l'heure de WeFarmUp. C'est important pour nous parce que c'est quelque chose, le coût à l'usage, qu'on a mis en place sur d'autres secteurs. Par exemple, l'aviation, on facture à Air France au nombre d'atterrissages et c'est ce qui nous permet justement de prouver que nos pneumatiques ont une valeur ajoutée et plus seulement au coût à l'achat. Dans l'équivalent, c'est sur le transport où on facture au kilomètre. Norbert d'Entresang qui est devenu XPO, on leur facture justement ce coût à l'usage. En fait, c'est vers ça qu'il faut peut-être réfléchir sur l'agriculture. C'est plus compliqué, les machines sont plus complexes, les pneus aussi, les usages aussi. Mais aujourd'hui, un investissement, un pneu qui ne sert pas, c'est un investissement qui dort. Et c'est pour nous une source de valeur potentielle et surtout pour l'agriculteur. Vous savez qu'on a un agriculteur là, autour de la table, c'est lui. Mais l'agriculteur, il n'évolue pas aussi vite. Ouais, il évolue, après c'est sûr qu'il est quand même dans une tradition d'investissement, il est dans une tradition d'acquisition, il faut que le matériel soit sous le hangar. L'investissement souvent c'est la sécurité d'intervention et nos principes d'usage, il faut qu'ils se musclent, il faut qu'ils continuent à se muscler en offrant de la garantie d'accessibilité à la machine agricole quand on en a besoin. Et là-dessus, donc on a notre propre technologie, on a peut-être des technologies à aller chercher chez d'autres personnes pour amener à mieux comprendre ce qui se passe sur le territoire, parce que la clé c'est ça en fait, c'est optimiser les matériels à l'échelle d'un territoire. L'agriculture, c'est pas... Mon père, quand il s'est installé, j'aime toujours le dire, c'est qu'il avait une charrue, une exploitative, un semoir. Moi, quand je me suis installé, j'ai reconstruit un hangar de 400 mètres carrés pour remettre du matériel. Donc, il faut un déchômeur, un cover crop, un semoir semi-direct, un combiné de semis, etc., etc. Et on double souvent les matériels pour des usages extrêmement réduits. Et ça a pu être possible, quoi. On remarque exactement la même chose sur cette nouvelle société, cette nouvelle façon de consommer à l'usage, où nous, en fait, on facture un hectare fait. Exactement, donc avec un semi-direct, avec un autre type d'outil. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose de très important, cette consommation à l'hectare aujourd'hui. Et on voit clairement que le marché de la délégation, nous, dans notre métier d'entrepreneur prestataire, qui est en train de croître de manière très rapide. On a l'impression que les agriculteurs vont se désengager d'un certain nombre de choses. La pulvérisation. Il y a X raisons, alors les pulvérisateurs ici coûtent de plus en plus cher, très clairement. Il y a X raisons de faire appel plutôt à un entrepreneur, plutôt à partager du matériel, plutôt que faire soi-même l'achat d'un pulvérisateur aujourd'hui, non ? On arrive, je pense, maintenant à des questionnements qui se posent, mais ce n'est pas forcément dû au logiciel agricole. Je pense que c'est le logiciel qui est extérieur au monde agricole qui nous impose beaucoup plus de maîtrise, beaucoup plus de précision. Et puis aussi, on peut parler aussi un peu d'agribashing. Certains agriculteurs qui sortent avec les pulvérisateurs qui, des fois, se font chamailler, on va dire, par des gens avec des doigts d'honneur et tout comme ça. Donc, je pense qu'il y a des personnes maintenant qui vont peut-être se dédier à ce type d'activité-là, beaucoup plus précises, beaucoup plus pilotées et qui probablement vont amener des valeurs ajoutées de sécurité pour les autres. On voit en fait, nous, c'est que l'arrivée de la nouvelle technologie a un coût très important. Donc, pour y accéder, ça devient plus délicat. Mais on voit aussi qu'en fait, il faut passer beaucoup de temps. Nos clients se doivent de passer beaucoup de temps à la décision, la prise de décision. Il y a pas mal d'outils qui existent. Il faut corréler toutes ces données. Ils vont déclencher l'intervention, on va la faire, mais ils sont déjà en train de préparer la prochaine. Et aujourd'hui, ils ne peuvent plus être partout, surtout avec les problématiques de main-d'œuvre qu'on a aujourd'hui. Et ça aussi, je pense que ça explique toutes ces délégations. Des robots sur WeFarmUp ?
Ah ben oui, il y en a déjà dans le co-investissement avec Nayo Technologies où on met en relation des maraîchers, c'est pas complètement des agriculteurs. Merci, c'est non, c'est que c'est des agriculteurs sur des tailles un peu plus réduites. Ouais. Les maraîchers, c'est une population un peu plus particulière et qui sont prêts à investir en commun sur de la technologie de robotique. Anaël, puis Benoît après. Sur justement, je rebondis sur votre usage, le coût à l'usage et le calcul du coût des frais de mécanisation. C'est quelque chose qui finalement dans les prix d'équilibre est peu connu. On constate, on a formé des groupes d'agriculteurs. Dans mon ancienne vie de conseiller de gestion, on formait beaucoup d'agriculteurs pour qu'ils connaissent leur prix d'équilibre, ce qui est finalement très rare en pourcentage. Et lorsqu'on rentre sur les gens, sur leur dossier pour leur montrer combien coûtent leurs frais de mécanisation, combien leur coûte un hectare de pulvérisation, il y a des grosses surprises parfois. J'ai vu des écarts en formation avec FarmLeap. On a réduit de 3/4 le temps nécessaire à produire des prix d'équilibre pour un agriculteur. Et là, ils découvrent parfois, en formation, on a vu des gens produire à 124 € jusqu'à 224 € le voisin, parce que justement, ils ne contrôlaient plus du tout ces frais de mécanisation. Il faut donner quelques chiffres. 40% c'est les charges d'équipement, à peu près? Probablement, un peu plus même. Un peu plus. Et vous avez fait une enquête avec Arvalis notamment et Agrodoc qui montre que... globalement, le suréquipement est à peu près du double de ce qu'on a véritablement besoin à l'échelle d'un territoire de 20 km de côté. Ça veut dire qu'on en a sous la pédale quand même. On a moyen aujourd'hui de retrouver la compétitivité. 100 € par hectare. On peut gagner 100 € par hectare sur les frais de mécanisation pour des céréaliers aujourd'hui. Benoît. Ce qui est important, c'est de voir aussi qu'il y a des gains importants à aller chercher avec ce partage, ces changements d'usage. Mais ce qui est important, c'est la confiance. La confiance à la fois dans une ETA qui va arriver. Donc derrière, il faut que les pneumatiques soient bien utilisés, avoir la bonne pression, puisque l'utilisateur, l'agriculteur, confie ses sols à une ETA. De la même manière qu'on arrive sur le partage de matériel, il faut aussi de la confiance parce qu'on va prêter son tracteur, donc on espère que quand on le récupérera, il sera en bon état. Et on voit également qu'il y a aussi une confiance de la data. On va avoir des conseils, de l'aide à la décision qui va être poussée par un expert. Il faut lui faire confiance, mais il faut aussi qu'il soit bon. Donc c'est tout l'enjeu demain pour développer ce co-farming, c'est de développer la confiance et l'expertise de chacun des acteurs. Je suis d'accord, en revenant à la donnée, à l'information que tu disais, cette donnée va permettre de savoir combien coûte quoi et bien l'utiliser, bien le mettre. Mais toute cette donnée, nous ce qu'on remarque, c'est qu'on est en train d'équiper tous nos matériels et de former les gens à l'utilisation de capteurs. Ces capteurs en fait vont mesurer et vraiment permettre de générer de la valeur ajoutée pour adapter la pratique. Et donc on voit que des fois, pas forcément en réduisant un coût, mais en investissant le bon usage là où il faut, on va aller chercher de la valeur et sur chaque hectare, notamment chez des éleveurs par exemple, on va être capable de produire un certain nombre de tonnes d'herbe, de tonnes de maïs, mais on va être capable d'aller influer sur le taux de matière azotée totale qui va permettre derrière de réduire l'achat en soja. Oui. Donc il y a aussi cette notion de valeur ajoutée qui arrive par l'échange d'informations, des pneumatiques plus adaptés qui vont permettre un semi-direct et on gagne un passage au travail du sol par exemple. Vous voyez, c'est toutes ces choses-là, tout comme l'analyse, donc j'imagine que vos capteurs transmettent ces données. Vous savez pourquoi Pierre-Henri est connu comme le loup blanc? Parce que lui, il ne parle pas vendre, prix d'achat, il parle valeur ajoutée réelle des nouvelles technologies. Et des fois, c'est pas intéressant. Exactement, en fait, un des enjeux vraiment très importants dans notre métier, c'est de savoir si une nouvelle innovation qui est proposée par un constructeur va, dans un territoire donné, localement, permettre aux agriculteurs de générer une marge additionnelle. Et je dis bien additionnelle. Et on teste, on valide, et si on valide, on y va. Et on veut absolument faire cette étape-là, parce qu'il faut bien comprendre qu'en termes de volume, une entreprise de travaux agricoles fait, ça ne se compte pas en dizaines ni centaines d'hectares, mais en milliers d'hectares. Donc à partir de là, on sait que l'impact peut être important, donc la valeur ajoutée également. C'était une réflexion que vous aviez, vous aussi? C'est exactement ça, en effet, je bois du petit lait. C'est vrai que l'agriculteur, et je parle en connaissance de cause, quand on fait un investissement, on n'est pas forcément en recherche de retour sur investissement. On est surtout, on veut combler un besoin, on veut combler un risque d'intervention aussi. Comment? On défiscalise aussi. Oui, on peut défiscaliser, oui, on peut le dire. En effet, ouais, c'est une motivation quand même qui est assez forte. Mais on n'a pas du tout cette relation, ou pas suffisamment à mon goût, pour former beaucoup d'agriculteurs sur ce sujet-là. Ce qui permet de boucler le retour sur investissement en disant mais je fais l'investissement, certes je peux avoir des avantages fiscaux, mais aussi mon investissement va être rentabilisé parce que je vais générer de la valeur, parce que je vais économiser, parce que je vais aller plus vite, mais surtout aller jusqu'au bout de l'équation, le compter. Et souvent on s'arrête à dire je vais économiser du temps, combien, qu'est-ce que je vais en faire, combien ça coûte, qui permet de justifier l'investissement. Et la machine, j'imagine, dans votre domaine, et la machine dont je vais bénéficier, est-ce qu'elle a justement ce fameux capteur ou cette fameuse option qui va faire que je vais faire 3 quintaux de plus au final. Et cette machine, j'aurais pas pu y accéder tout seul, sans un prestataire ou sans un partenaire local, quoi. Mais de la même façon, en travaillant des fois avec les stagiaires, on se rend compte sur des technologies qui nous paraissent complètement
normal maintenant, comme le guidage et tout ça, ben, il faut sur l'investissement parfois 15 ans, voire 20 ans de retour sur investissement. Ce qui est colossal parce que tout le monde n'a pas un usage forcément suffisant. Et personne ne se pose pourtant la question du retour véritable sur investissement. On pense qu'il nous le faut parce qu'on va gagner de l'argent, parce que ça nous est un peu imprimé, mais dans la réalité, c'est pas vrai. Ou c'est à un horizon très très lointain. Je suis tout à fait d'accord. Par exemple, donc un guidage, il faut compter 10 à 15 000 euros de budget. Ouais. Un capteur qui va analyser le lisier, je vais vous en parler par exemple, c'est une trentaine de milliers d'euros, un bon 30 000 d'ailleurs. Sauf que le retour sur investissement pour nos clients, en fait, il est immédiat. Pourquoi on analyse un lisier? Le lisier le moins chargé va être répandu au plus près. Le lisier le plus chargé va être répandu le plus loin possible. Ouais. Et ainsi de suite, le chiffre d'affaires globalement, donc le coût pour le client, va être réduit, puisqu'en fait le temps de transport total à l'année va être réduit. Oui, mais c'est certain. Oui. Un produit comme Co-Invest, c'est quand même un peu rupturant, un peu nouveau. Aller co-investir avec un autre acteur, ça marche? Ben, ce qui est curieux, en fait, pas tant que ça, parce qu'au final, c'est quelque chose qui est dans les gènes du monde agricole. On l'a tous fait avec ses voisins ou le cercle du deuxième voisin. Ce qui est nouveau, nous, c'est qu'on va chercher dans le secteur du troisième voisin, voir notre agriculteur qui est à l'autre bout de la France. C'est là-dessus que c'est un peu plus rupturant. Mais votre tracteur, vous l'avez vendu à qui? À quelqu'un qui est à 35 km de chez moi. Donc pas très loin non plus. Ah oui, mais je ne le connaissais pas. Voilà, c'est ça. C'est que le numérique permet de faire ressortir, en fait, identifier la demande. Je ne le connaissais pas et je ne savais pas qu'il y avait ce projet d'investissement-là, encore moins, quoi. Donc c'est ça la double coordination des choses, quoi. Bon, on est arrivé au terme de cette émission, donc on pourrait en parler toute l'après-midi, mais non, on va devoir s'arrêter. Désolé. Merci à vous d'être venu ici. Merci beaucoup. Merci à vous surtout.